Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct de Saintes, en direct de la cité entrepreneuriale de Saintes pour cette deuxième journée des Ferrocampus Days. La première journée, vous pourrez la retrouver en ligne avec toute une série de petites interviews et d'images. Il y a eu des ateliers, il y a eu des rencontres, il y a eu des partages, des sortes de bourses à l'emploi, des rencontres vers l'emploi en tout cas. Il y a eu beaucoup de lycéens chez vous, Philippe Romain, au lycée Bernard Palissy à Saintes. Et là, nous nous retrouvons donc pour cette deuxième journée, une succession de conversations très denses que vous pouvez retrouver également en ligne, bien sûr, avec les petits prolongements, les petites interviews que nous faisons, que nous réalisons avec tous les intervenantes et tous les intervenants de cette journée. Nous allons nous plonger dans un nouveau sujet crucial. C'est vraiment été dommage de pas aborder ce sujet aujourd'hui, donc voilà, il est juste crucial. On va parler de formation initiale, formation continue, parce qu'au cœur des enjeux de l'industrie ferroviaire, cette question de la formation, elle revêt une importance toute particulière. On va mieux comprendre là pendant les petites 40 minutes que nous allons vivre ensemble, on va mieux comprendre les défis, les opportunités également, qui sont liées à la préparation de ce plein emploi qualifié dans le secteur du ferroviaire. On va aborder des sujets clés comme les compétences recherchées, les partenariats lycées-entreprises, l'importance de la formation initiale, mais aussi la formation continue, et puis la nécessité de la promotion de ces métiers également, qui sont gros sujets également. Je ne le fais pas tout seul, donc laissez-moi vous présenter Philippe Romain, proviseur du lycée Bernard Palissy à Saintes. Bonjour. Bonjour. Igor Bilimov, délégué général de la Fédération des industries ferroviaires. Bonjour Igor. Bonjour. Et Jean-Marc Augier, président de La Rochelle Université. Bonjour. Bonjour. Igor, j'aime bien démarrer et poser un peu le décor et me servir, en gros, là en l'occurrence, me servir de vous. Je vais me servir de vous pour poser un petit peu le décor. Quelle est l'expression des besoins actuellement dans le secteur du ferroviaire? Quelles sont les compétences les plus recherchées? Qu'est-ce qu'il faut faire en gros dans le secteur du ferroviaire maintenant? C'est une vaste question pour commencer. Pour démarrer. Alors si on plante le décor, ça risque de prendre et d'occuper quasiment toute la journée. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de Ferrocampus pour cette invitation. C'est vrai qu'on connaît et on invite plus souvent la FIF pour son expertise technique. On a vu dans le courant de la journée toute l'importance de l'innovation, on a vu toute l'importance de la dynamique économique autour de l'industrie. Et pourtant, quand on interroge maintenant les grands patrons d'industrie et même les petites entreprises, les PME, au rang 1 de leurs préoccupations, et c'est assez nouveau dans une organisation professionnelle comme la FIF, on trouve l'attractivité et on trouve au final l'emploi. Et c'est vrai qu'on aura beau évoquer tous les sujets intéressants au demeurant de mutation, des sujets d'innovation de demain, si nous n'avons pas les femmes et les hommes pour faire avancer ces projets, pour être dans l'entreprise, on n'y arrivera pas. Alors ça paraît évidemment tout à fait un mot creux ou un mot tellement utilisé et usité, mais c'est vrai que le capital humain devient une ressource rare. En tout cas, les compétences dont on a besoin deviennent rares. Et quand on parle de quelles compétences on a besoin, moi j'aimerais bien que déjà on fasse une distinction assez rapide entre les compétences immédiates, les métiers en tension qui sont identifiés. On a des études qui ont été réalisées, notamment très récemment, puisque la FIF ne gère pas la convention collective, elle est sous l'égide de l'UIMM, de la métallurgie. Et vous trouverez d'ailleurs sur le site de l'UIMM un excellent observatoire du ferroviaire qui établit un certain nombre de constats, de besoins, et qui établit la liste des métiers en tension. Alors j'avais préparé une slide qu'on peut peut-être montrer rapidement. Alors ça, c'est une slide qui montre déjà un peu la diversité de nos métiers. Je pense que c'est pas mal, non pas de l'étudier en détail, mais on voit que la FIF elle-même est organisée autour de ces métiers de base, le matériel roulant, la signalisation, l'infrastructure. On imagine déjà sous ces trois vocables la richesse des métiers et des besoins en compétences. On voit de l'autre côté les types de métiers. On a des équipementiers, évidemment, les fournisseurs de différents rangs. Et on voit après les domaines qui sont touchés, la métallurgie, la plasturgie, les textiles, les bureaux d'études. On voit que c'est vraiment une matière extrêmement diverse. Derrière, donc si on passe sur les métiers
dont je parlais, en tension, qui ont été analysés par l'étude de cet observatoire de la métallurgie. D'ailleurs, on l'a écrit en tout petit exprès pour que vous vous rendiez sur le site et que vous voyiez l'étude exhaustive. On voit qu'il y a un besoin déjà très identifié. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on voit aussi les métiers qui sont déjà en tension et nous ne le savons pas. Ce sont tous les métiers qui sont liés à la mutation et à l'évolution des métiers. Ce matin et tout au long des tables rondes, et pas plus tard que la séquence précédente que vous retrouverez donc en vidéo, on parlait de nouveaux métiers autour de la data. Voilà, ce sont des métiers extrêmement importants. On parle du besoin d'ingénieurs, mais d'ingénieurs spécialisés dans le ferroviaire. Donc voilà, pour planter le décor, je dirais que les besoins en compétences deviennent une ressource extrêmement importante et est au rang 1 des préoccupations non seulement de nos chefs d'entreprise, mais on le retrouve aussi au niveau européen, avec un besoin d'identification dans le ferroviaire qui lui correspond aussi à une concurrence, qu'on le veuille ou non, avec d'autres filières. Déjà, le monde industriel vis-à-vis des générations qui arrivent. Hein. Ça, je pense que les autres invités en parleront abondamment. Nos propres besoins par rapport à d'autres filières de proximité, l'industrie, mais évidemment celle de la mobilité. Donc, il faut qu'on se structure. Et je terminerai peut-être cette longue introduction là-dessus. On a un effort peut-être inédit dans notre filière ferroviaire qui avait quand même un volant de compétences attiré déjà par la SNCF, attiré par les grands industriels, attiré par ce secteur qui nous intéresse. Peut-être certains dans la salle se souviennent des trains électriques qui ont suscité nombre de vocations, et donc on avait cette image qui est maintenant toujours une image positive dans le contexte d'environnement, puisqu'on nous considère, j'espère à juste raison, qu'on est des contributeurs à la lutte contre les changements climatiques. Mais malgré tout, on a besoin maintenant d'avoir ces compétences, de se structurer, et la meilleure manifestation de cette structuration dans la filière, celle qui permet de mettre en évidence des initiatives comme celles qui vont être présentées tout à l'heure et dont on n'avait pas toujours connaissance au-delà du niveau local ou au niveau de l'entreprise ou au niveau du métier où il s'était établi, c'est l'EDEC. Donc, l'EDEC, derrière cet acronyme barbare, on a l'engagement, développement, emploi et compétences, qui est un accord qui est signé avec l'État. Souvent initiés par les services de la DGEFP, donc de la formation professionnelle, mais qui ont aussi un lien avec l'éducation nationale, avec la recherche, avec même l'armée, et avec évidemment les industriels et les organisations syndicales salariées qu'on n'oublie pas, puisque c'est une affaire qui amène vraiment, qui transcende un peu les habitudes clivage et qui nous fait tous réunir autour de la table. Donc cet EDEC, je vous propose peut-être d'en parler plus en détail par la suite, mais autour de 3 axes: les constats, les besoins en formation et de quelle manière on va pouvoir singulariser ces modules autour du ferroviaire. Et la dernière partie, vous l'avez évoqué, c'est l'attractivité. Et ça, l'attractivité, on peut la décliner sous différents angles. L'attractivité emploi-compétences, mais l'attractivité tout court, pour que dans l'esprit de la société, on fasse converger les flux de compétences vers notre métier préféré. On va effectivement y revenir. Jean-Marc Augier, alors Jean-Marc Augier, vous êtes président de La Rochelle Université. En discutant en amont, déjà j'ai été fasciné par l'impact du classement de Shanghai, en gros, des classements au début des années 2000. L'impact en cascade sur les métiers et sur les enseignements très très concrets à l'université. Mais ça, vous allez peut-être y revenir. Mais surtout, vous êtes parti de là pour développer une singularité. Tout à l'heure, on a entendu parler d'une université de proximité, en quelque sorte, et c'est plus ou moins un des positionnements de La Rochelle Université. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est tout à fait exact. Je vais essayer d'expliquer un peu ce que vous êtes en train de mentionner, parce que c'est sans doute pas connu de tout le monde. Non, c'est assez fascinant. Effectivement, dans les années 2007-2008, il y a les fameux classements internationaux de Shanghai qui sont sortis dans la presse, à la suite desquels d'autres classements internationaux qui permettaient de ranker en fait les universités dans le monde les unes par rapport aux autres, dans leur production de connaissances, leur capacité à insérer les jeunes et autres. Et la France, à cette époque, était très très mal classée dans ces classements internationaux. Et donc, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était à la tête du gouvernement, de l'État en particulier, et qui a décidé de restructurer le paysage français universitaire pour essayer de revaloriser l'image de l'enseignement supérieur en France dans le monde, afin qu'il soit attractif, que la France rayonne, etc. Et donc, cette position qu'a pris Nicolas Sarkozy à l'époque s'est suivie également des différents chefs d'État qui ont suivi, qu'il s'agisse de François Hollande ou d'Emmanuel Macron depuis.
Ce qui s'est passé, en fait, en réalité, c'est que le paysage universitaire a essayé de se restructurer sur la base d'une impulsion de l'État pour être plus visible au plan mondial, et ça s'est traduit par dans les villes métropolitaines, il y en a une pas très loin d'ici, Bordeaux, par de la fusion des universités. À l'époque, à Bordeaux, il y avait 4 universités et Bordeaux UNP, dont Mohamed Mouzba faisait partie tout à l'heure, pour devenir quasiment une seule université. Et cette structuration, on l'observe aussi à Marseille, à Strasbourg, à Saclay, enfin sur différentes villes métropolitaines où jusqu'ici il y avait plusieurs universités. Et donc on a observé des mécanismes de fusion sur ces villes métropolitaines pour créer des universités qui, au regard des critères sur lesquels ces classements internationaux étaient placés, remontaient dans les classements internationaux. Voilà. Et donc, ça n'a pas concerné tout le monde. Ça a concerné les universités qui se situent dans les villes métropolitaines, là où il y avait plusieurs universités. La Rochelle n'en faisait pas partie, puisque nous sommes une jeune université créée en 1993, mais il y a des tas d'autres universités comme celle de La Rochelle qui sont dans la même situation. Je peux citer Angers, Poitiers tout près d'ici, Perpignan, Montpellier, etc., etc. Et donc, Montpellier est une université qui elle a fusionné. Avignon, je voulais dire. Et donc, pour toutes les universités qui n'ont pas fait l'objet de cette restructuration, il fallait trouver une stratégie de différenciation. Et donc, c'est ce que moi j'ai emboîté comme stratégie dès mon élection en 2016, en travaillant sur les différents leviers qui sont liés à l'enseignement supérieur, à la fois une manière différente de former les jeunes, une manière différente d'exercer notre activité de recherche, une manière différente d'interagir avec les territoires et avec les acteurs socio-économiques. Et sur ces 3 étages, nous avons travaillé à des formations qui sont désormais beaucoup plus pluridisciplinaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on en parlait ce midi à l'occasion du déjeuner avec monsieur, il est très difficile de savoir quels seront les métiers à 10 ans. Oui. Les métiers vont émerger. Les data scientists que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas un métier très récent. Et il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé que ça allait exister. Donc la question, c'est de savoir comment bien former un jeune avec un socle de compétences transversales suffisamment solide, et en même temps de travailler chez lui sa plasticité intellectuelle en ouvrant ses chakras, en l'ouvrant à différents champs disciplinaires pour justement traiter cette rapidité avec laquelle la société vit des transitions. Transition numérique, transition climatique, etc., etc. Donc, on essayait de se distinguer à La Rochelle sur cette volet formation avec cette approche-là. Et pour cela, on a dissous complètement les silos disciplinaires dans lesquels toutes les universités françaises sont ancrées. Vous êtes dans n'importe quelle université française, qu'elle soit fusionnée ou pas, vous avez une fac de sciences, une fac de droit, une fac de lettres, une fac de maths, une fac de physique. À La Rochelle, on a arrêté ça. On a créé des objets très transversaux qui ont revu la gouvernance de l'université et qui permettent aujourd'hui des parcours très individualisés avec des logiques de majeur-mineur. C'est le modèle de Harvard aux États-Unis, en gros, des logiques de majeur-mineur qui permettent à chaque étudiant de construire un parcours personnalisé qui va lui permettre de développer des compétences solides sur un socle et ensuite de pouvoir se spécialiser. Et donc là, l'idée générale par rapport à Ferrocampus, c'est de prendre cette orientation, puisque, d'après ce que j'en ai compris, ça pourrait correspondre à une attente de Ferrocampus. Ça, c'est pour la partie formation. Sur la partie recherche, c'est un peu la même démarche. Au regard de notre positionnement international dans recherche et formation, du fait de la jeunesse de l'université, nous ne sommes pas très gros, c'est 1100 salariés, c'est pas gigantesque non plus par rapport à certaines grandes universités qui ont fait l'objet d'une fusion. Il fallait aussi se singulariser. Et là aussi, même chose, on a décidé de travailler sur des grands défis sociétaux et de faire en sorte que les recherches qui jusqu'ici se faisaient en silo soient décloisonnées pour qu'on puisse avoir des approches systémiques sur les problèmes qui sont adressés. Ferrocampus, que j'ai vu tout à l'heure sur la personne de Keolis à Bordeaux, là, mettait en évidence le fait qu'il fallait travailler à la fois sur des enjeux d'acceptabilité des usagers, il faut mettre des usagers dans les trains, de sécurité, mais en même temps d'empreinte carbone, et on voit bien qu'il y a une approche systémique. Donc là, c'est un peu la démarche qu'on a essayé d'engager à La Rochelle, c'est de décloisonner nos chercheurs qui jusqu'ici, des juristes aussi, qui jusqu'ici étaient dans leur silo, en train de travailler sur leur recherche, pour être sur une recherche plus pilotée. Voilà. Pour une ouverture et une approche un peu plus orientée terrain. C'est ça. Et enfin, pour terminer, sur les relations avec les acteurs socio-économiques et la question de l'ancrage territorial, à mes yeux, l'université était trop dans sa tour d'ivoire depuis des années et il fallait interagir avec les acteurs socio-économiques. Donc on a créé un grand projet qui s'appelle Campus Innove, qui match parfaitement avec l'esprit de Ferrocampus, dont l'ambition est de travailler sur une intensification des relations entre nos chercheurs et les entreprises
pour co-innover avec elles sur les grands sujets qui sont les leurs. Voilà. Donc on a, alors pour l'instant, on a des espaces à La Rochelle qui sont en train de se créer, mais Ferrocampus pourrait être une extension ou un élément supplémentaire dans ce dispositif, justement où on pourra mettre en relation nos chercheurs, on en a dans la salle d'ailleurs, dans le domaine des matériaux nouveaux, là, Jean Creuse qui est avec nous, pour précisément répondre à des questions d'innovation dont les entreprises ont besoin, en apportant la compétence intellectuelle de nos académiques et aussi les plateformes technologiques dont on bénéficie grâce à nos financements publics que sont ceux de l'État. Voilà en gros les quelques éléments qui caractérisent La Rochelle. Merci Jean-Marc Augier, et un vrai prolongement avec vous Philippe Romain, parce que le décloisonnement, ok, il a été opéré à l'université, il est opéré aussi au lycée. Les lycées travaillent avec les universités, main dans la main, avec les entreprises aussi, et tout ça au service de secteurs, de sujets, plus de métiers précisément. Tout à fait. En fait, la difficulté pour un lycée, c'est d'être, comme vous disiez, ancré dans un territoire et être en cohérence avec le monde de demain. Alors, on a de sacrés défis à relever. Il faut à la fois faire monter en compétences des élèves, mais surtout créer de l'ambition. Et c'est un sacré enjeu. Et Ferrocampus a été porteur de lumière. Ça a donné sens. Ça a donné sens à des élèves qui peuvent être en bac pro comme en lycée général, avec du coup créateurs de projets. Enfin, les élèves pouvaient construire un parcours. Alors la difficulté, c'est de casser des représentations. Comment le monde de l'école s'ouvre sur la société, et comment il s'ouvre sur le monde de l'entreprise, mais comment on amène l'entreprise à ne pas avoir, et la société, de représentation sur l'école. C'est-à-dire, le lycée, c'est pas un domaine de certitude. Bien au contraire, on fonctionne avec de l'humain, on fonctionne en équipe, on essaye de créer des compétences transversales, adaptables. Et puis, il me semble que ce matin, on a employé beaucoup les termes de atouts et citoyens de demain. Et on a un sacré enjeu. Là, on travaille sur le réchauffement climatique. On est tous inquiets sur ce qu'on va leur laisser. Mais en fait, il y a la définition du temps long. Et donc, ce sont nos jeunes qui vont travailler là-dessus. Les compétences que vous recherchez, elles sont en construction dans nos lycées. Et il a fallu travailler et de mutualiser toutes les compétences. Donc, dans un cadre qui est contraint, en ce moment, vous entendez parler d'une éducation nationale qui est bousculée dans ses valeurs. Or, les acteurs sont là. Ils sont engagés dans leur mission parce que la mission est belle. La mission est belle. C'est vrai qu'on est un peu sur une slackline, mais l'humain, c'est ça aussi. C'est-à-dire, il faut les aider à franchir un sacré fossé. Donc, valoriser. Et pour valoriser, on s'est dit au lycée Palissy, alors le lycée Palissy, pour reconstruire, c'est pas un lycée professionnel. Ce sont des lycées. C'est 1200 élèves, il y a à peu près 900, un peu plus de 900 élèves au lycée général et un peu moins de 300 au lycée professionnel. Lycée général, il y a 3 BTS contraints dans une carte des formations qui n'a pas bougé depuis plus d'une vingtaine d'années. Dans un territoire économique qui évolue, dans des projets d'envergure et dans une société qui est en mutation. Donc on a essayé de modifier l'image. L'image, c'est d'abord le dynamisme et attirer les personnes vers nous et toutes les compétences. Donc on a commencé avec les acteurs de territoire, les acteurs institutionnels, mais surtout les entreprises. Et l'association Ferrocampus nous a permis de créer ces ouvertures. Alors ça a commencé déjà de colorer certains parcours, des parcours. Alors ça peut être des élèves de bac pro, mais ça pouvait être des élèves de bac STI 2D ou des BTS. Alors ça va électrotechnique, conception de produits industriels. Mais même négociation relations clients, on sait qu'à la SNCF ou dans toutes vos entreprises, nous avons besoin de RH, nous avons besoin de communication et tout. Donc, valeur ajoutée. Ces colorations de parcours, il fallait partager
partagées, ça se fait en lycée professionnel, entre le monde de l'entreprise, des formations partagées entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale. Mais comment faisons-nous sur des bacs généraux? Comment faisons-nous sur des bacs technologiques, les BTS? Donc, on a commencé à créer des immersions, il y a eu des salons, il y a eu des rencontres, et à la demande d'une grosse entreprise de La Rochelle, Alstom, aidée d'Acodis, nous avons créé ce qu'on appelle une FCIL, formation complémentaire d'initiative locale. Cette formation d'initiative locale, il y a eu une vraie mutualisation d'ingénierie pédagogique. Les uns et les autres se sont découverts et disant, nous avons tout à partager, tout à mettre en lien pour que demain, toutes les entreprises qui travaillent autour du ferroviaire avaient besoin d'électriciens. Nous avons besoin de dépasser les compétences d'un BTS. Ça a laissé de la souplesse. On sortait du cadre diplômant, du cadre contraint pour qualifier les compétences. Et du coup, ça a été une expérience qui a été riche, puisque nous allons plus loin. Nous allons partager avec l'université des expériences de création de licences pro. Nous allons partager et nous sommes déjà aussi, comme l'université, à créer des mineurs, puisque hier, lors de la première journée, nous avons remis des diplômes, des certifications de diplômes colorés autour du monde du ferroviaire. Nous avions des élèves qui sont en BTS qui étaient en bac pro, un élève qui était en BTS qui est actuellement en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, alors qu'il était issu d'un bac pro, des bacs technologiques qui sont en BTS. Donc cette notion de mineur, on l'a reproduit aussi au niveau du lycée. Les licences pro et l'école d'ingénieurs, nous sommes déjà en partenariat avec l'université pour créer des modèles pédagogiques. Mais tout ça, c'est porteur d'ambition pour nos élèves, parce qu'enfin, ils donnent sens à leur parcours, et sur un territoire où on sait, où la mobilité, le frein à l'ambition est un problème de mobilité, mais pas de mobilité physique, de mobilité psychologique, de valorisation. Et la notion du temps long, elle est problématique dans l'entreprise pour conserver, elle est problématique à l'éducation, mais je lisais encore un article dans Le Monde, l'armée a du mal à garder tous ses cadres. Et il faut changer cet état d'esprit. Merci. Et donc, nous devons tous nous associer pour casser les représentations. Et nous avons un beau projet d'avenir. Gros. Et rejoignez la dynamique. Là, on vient d'en parler, et évidemment, la représentation que l'on se fait de ces métiers autour du ferroviaire, il faut casser les clichés, il faut changer un petit peu cette vision, mais sauf que, on démarre comment? C'est très très vaste. On sent bien que tout le monde s'y met, mais est-ce qu'il ne faut pas accélérer aussi? Alors c'est extrêmement vaste et je pense qu'actuellement il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à tous les niveaux et c'est une excellente chose. Parce qu'on a vu que comme cette ressource était vraiment très disputée et très demandée, il faut qu'on identifie le ferroviaire dans tous les segments possibles. Donc pour donner quelques exemples comme ça très très rapides et très très illustrants, là on a parlé de la formation initiale. Si on parle de la formation professionnelle, on n'avait pas jusqu'à maintenant de politique pour donner une couleur ferroviaire au CQP, donc des certificats de qualification professionnelle. Actuellement, on essaye de mieux montrer ou de mieux flécher, notamment au répertoire national de classification des métiers, donc qui sert à orienter, par exemple, des demandeurs d'emploi ou qui permettent d'évoluer tout au long de sa carrière. On essaie d'avoir des CQP qui sont plus identifiés ferroviaires. Alors on va partir, pour ne pas réinventer les CQP, ça serait difficile en ce moment, on va repartir de socles, donc des CQP qui auront un socle commun, un tronc commun, mais qui ensuite vont pouvoir être identifiés sur différents parcours comme le ferroviaire. Juste pour l'anecdote, il y avait par exemple un peintre en aéronef
on n'a pas de CQP peintre en ferroviaire ou spécialisé dans les trains. Ça, c'est pour donner un exemple. Après, pour revenir sur d'autres exemples, pour amener les publics en formation initiale à mieux intégrer nos métiers. On a vu tout à l'heure qu'on avait un cruel besoin d'ingénieurs. Donc, on sait que toutes les filières sont touchées. On sait aussi qu'on va devoir attirer les femmes dans nos métiers. Je disais tout à l'heure, on a besoin des femmes et des hommes. C'était évidemment volontaire. Non seulement les femmes vont peut-être apporter les compétences qui nous manquent dans les métiers du futur, mais c'est évidemment un type de compétences particulier qui va approcher. On voit que beaucoup d'initiatives fleurissent, notamment en Europe. Très récemment, la semaine dernière à Bruxelles, il y a eu là aussi des récompenses. Il y avait les Railway Awards et une école danoise a été récompensée pour toutes les initiatives qu'elle avait prises pour amener des femmes à intégrer des formations de haut niveau et des formations d'ingénieurs. Donc on commence vraiment très tôt, mais on commence aussi tout au long de la chaîne à essayer d'amener déjà une expertise technique à ces personnes et ensuite de les flécher vers les métiers du ferroviaire en changeant l'image, vous le disiez, en cassant l'image, en donnant cette image innovante, variée, diversifiée et compatible avec l'environnement puisqu'on est considéré encore comme étant des précurseurs d'environnement. Je terminerai puisqu'on a vu les personnes en activité, les ingénieurs de très haut niveau, l'égalité homme-femme, mais aussi avec les très jeunes publics. On sait que les orientations professionnelles vont se faire vraiment très tôt. Et actuellement, nous sommes en réflexion. Nous essayons de mettre en place une action vers les stages de 3e et de seconde, puisqu'on a vu qu'avec Gabriel Attal, lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation, une attention était portée pour faire découvrir le monde de l'entreprise très tôt, déjà dans les classes de 3e, avec des personnes, peut-être qui sont dans la salle et qui vont venir témoigner de leur passion, pour essayer de transmettre ces passions à ces jeunes publics. Ça suppose un petit peu de coordination, un petit peu de structuration, un peu de savoir-faire aussi et de manière d'amener ces sujets. Donc là, on a des professionnels qui nous y aideront. Mais voilà, au travers de ces 3 images flash, on voit que toutes les initiatives qui fleurissent en ce moment sont bonnes dès lors qu'elles sont connues, qu'elles sont recensées, qu'elles sont un peu structurées et qu'après, avec un élan collectif, on leur donne un petit peu plus de volume. Vous avez dit le mot transmettre passion, le mot passion. Effectivement, accueillir un stagiaire de 3e dans son entreprise, c'est pas juste l'avoir à côté de soi pour qu'il observe. C'est lui transmettre une passion, c'est lui parler, c'est lui raconter ses métiers. Et dans le ferroviaire, on est au cœur de ces métiers passion. Alors, je suis désolé, je vais juste ajouter une petite note. La passion, certes, l'évolution de carrière, mais aussi d'une manière très court terme, une filière qui embauche. J'ai oublié de dire aussi au début qu'on a une croissance dans nos métiers par rapport à d'autres filières qui, elles, sont en déclin. On a quand même une croissance qui nous donne de la visibilité sur plusieurs années. On a vu tous les projets qu'on mise sur le ferroviaire. En termes d'effectifs, on a un besoin qui est de l'ordre de 10 à 12% d'effectifs en plus par an dans tous les types de métiers que j'ai décrits. Donc on a quand même aussi des atouts non seulement d'image, environnementaux, des atouts à travailler, mais on a aussi des perspectives de métiers et de carrière à l'intérieur du ferroviaire. Il faut le faire savoir, il faut le transmettre. C'est aussi je pense que mes voisins vont le détailler puisque les formations qu'ils mettent en place permettent quand même de passer sur des domaines totalement différents et à la personne d'évoluer et de trouver d'autres métiers et d'avoir une véritable notion de carrière. Et ça sera vraiment le facteur gagnant, on espère, dans le ferroviaire. Merci Igor Belimov. Le dessin qu'on est en train de voir, là, aiguilleurs d'orientation, Jean-Marc Augier, Philippe Romain, vous voyez comme des aiguilleurs d'orientation? Parce que finalement, c'est ça. C'est là, les jeunes sont en train de réfléchir à une orientation vers des métiers qu'ils ne connaissent pas encore. Aiguilleur, je pense que on va d'abord se positionner comme jalon. On va accompagner. Aiguilleur, il va y avoir des passerelles. Il va y avoir plein d'aiguillages qui vont des fois permettre des allers-retours. Je crois que c'est nécessaire parce que on a besoin de laisser le temps à la construction. Laisser le temps à la construction de l'individu, mais surtout, je crois, pour répondre, on a besoin de valoriser toutes les intelligences. On a trop mis en avant les intelligences intellectuelles au détriment des intelligences manuelles, culturelles et autres. Et il faut redonner sens et redonner priorité à toutes les intelligences pour créer un système et une synergie
qui permettent de répondre à toutes les questions des sociétés de demain. Donc, pas aiguilleur, mais on est là pour des jalons sur des parcours qui vont être... il y a des lignes droites et il y a beaucoup de lignes vallonnées et jalonnées de carrefours. Christophe Seurat, donc à bon entendeur, salut. Hein, c'est pas aiguilleur, plus jalonneur, c'est accompagnateur. Jean-Marc Augier, oui. J'aurais dit accompagnateur d'orientation, effectivement, parce que la vie... moi, j'ai 56 ans. La vie telle que je la projetais quand j'avais 17 ou 18 ans et que j'étais collégien ou lycéen, je la voyais plutôt linéaire, alors qu'aujourd'hui, les jeunes savent pertinemment qu'ils vont changer 10 fois de métier, qu'ils vont être à la fois salariés, auto-entrepreneurs, etc. Et donc, il faut préparer ça dans la manière de les former et il faut les épauler pour les guider en fonction de leurs appétences et en répondant à la quête de sens, ce qui a un peu été évoqué tout à l'heure. Hein. Les jeunes sont énormément en quête de sens, on l'est tous d'ailleurs dans la vie. Hein. Ce qui nous fait tourner, c'est les projets, très souvent. Et donc, il faut trouver des manières de répondre à leur quête de sens. Et je trouve que cette logique de mineurs, les mineurs à La Rochelle, on a ouvert mineurs ferroviaires pour essayer de donner du sens aux apprentissages un peu théoriques qu'on peut avoir dans certains champs disciplinaires orientés vers le ferroviaire. C'est un exemple de concrétisation des aspects théoriques qu'un étudiant peut avoir dans sa filière, qui peut être le numérique, les matériaux, l'énergétique, ce que vous voulez, quoi. Donc ça, cette question-là. Il y a la question des valeurs aussi. Les valeurs RSE, et notamment la mobilité décarbonée, c'est un vrai sujet. Vous savez, aujourd'hui, les grandes écoles, HEC, Polytechnique, et ça se propage dans les universités, les jeunes ne veulent plus aller dans les boîtes qui n'ont pas de valeur par rapport à la transition énergétique. Donc ça, c'est une question, en fait, qu'il faut essayer de soutenir. Et puis, on évoquait aussi tout à l'heure avec Icor, ce que vous évoquiez aussi implicitement, je pense, à des grands sujets par rapport au fait qu'on ne connaisse pas les métiers de demain et qu'il faille développer la plasticité intellectuelle des jeunes, c'est d'engager des pédagogies qui soient différentes, qui engagent l'étudiant dans ses propres apprentissages, pour qu'il soit en capacité d'apprendre à apprendre. Et que ce ne soit plus la béquille de la connaissance que le prof lui donne en amphi, dans une université, en TD ou en travaux pratiques, mais qu'au contraire, on l'engage lui-même pour qu'il soit proactif de ses apprentissages, parce que ça change le paradigme d'accès à la connaissance. C'est ça, c'est vraiment et ça développe chez lui les capacités de rebond dans 10 ans, quand il va changer de job, quand il va vouloir passer, je sais pas, d'un des secteurs du ferroviaire vers un autre. Il y a plein de compétences humaines qui se développent autour de cette philosophie-là. Ouais. Merci Jean-Marc Augier. Un dernier mot, Igor Benimov? On parlait d'aiguillage, donc je peux pas résister parmi les nombreuses initiatives que j'aurais pu citer, parce que c'est un peu frustrant de les oublier, surtout pour ceux qui en sont les auteurs. À l'ouverture de Parcoursup, on s'est dit, bah tiens, si on faisait une petite vidéo triviale qui parlait directement aux jeunes, et c'était un message comme on voit sur nos téléphones avec 2 personnes qui se répondent, tiens, tu t'es inscrit sur Parcoursup? Non. Mais tu sais où tu vas aller? Non, j'en ai aucune idée. Ah, moi j'ai découvert le métier du ferroviaire, je t'invite à aller voir, etc. Et donc on a joué un petit peu un rôle d'aiguilleur pour ce Parcoursup qui met beaucoup d'inquiétude aux parents et aux étudiants. Mais c'est une des initiatives qu'on peut mener. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation dans la salle. On l'a vu sur les produits. Je pense qu'on doit faire de même, moi aussi, pour la partie attractivité. Et peut-être le dernier mot pour conclure. J'ai parlé de cette continuité, de cette notion de carrière et d'évolution de carrière. Mais je pense que on n'a pas beaucoup parlé de l'industrie. La FIF représente l'industrie, mais on en parle beaucoup avec nos collègues et on en parle au sein de la filière du ferroviaire. Parce que le jour où on sera capable de proposer des formations qui iront peut-être du concepteur, peut-être du spécialiste de la data et peut-être jusqu'au conducteur de train ou autre, on aura gagné quelque chose. Et avec nos collègues de l'UTP, de la mobilité, au sein de Fer de France, où on a réalisé tout à l'heure, et au travers d'initiatives comme celle de Ferrocampus, qui touchent différents segments de nos besoins de formation et d'attractivité, je pense qu'ensemble, dans cette notion de continuité et de ferroviaire, dans une vision de l'usage ferroviaire, là on va attaquer un autre public dont on ne pourra pas parler aujourd'hui, on en ferait tout un débat, mais c'est le grand public, et comment impacter ce grand public. Parce qu'à terme, je parlais tout à l'heure du train électrique qui avait bercé notre enfance et autres, mais c'est peut-être sur des éléments à trouver comme ça, alors qu'ils seront peut-être dans un univers virtuel. J'aurais pu vous parler d'ailleurs aussi, j'ai un regret de l'Académie des métiers du ferroviaire virtuelle. Voilà, elle est plus physique. On va en faire une cartographie pour lui donner, comme dans le cloud, une existence virtuelle qui permettra de cheminer à l'intérieur de parcours de formation dans le ferroviaire. Et c'est peut-être cette imagination-là qu'on va essayer de travailler.
Merci beaucoup. Bon, là encore, on le voit, on a ouvert des fenêtres, on n'est pas totalement allé vers d'autres sujets, mais on aurait aussi pu faire 3 ou 4 heures sur ces sujets cruciaux, je le répète. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À Saintes, ne quittez pas, c'est pas fini.